Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Bertrand, le sentier et le grand vagabond, épisode 2. Dans le premier épisode du témoignage de Bertrand, il nous a raconté sa première rencontre avec l'Iboga, un séminaire de 2 nuits qui s'est terminé de manière assez impressionnante. Cette expérience va profondément marquer Bertrand, qui va ensuite vouloir approfondir cet univers. Une route qui finira par le mener dans un village gabonais pour être initié au Bwiti, le culte qui entoure l'Iboga au Gabon. Et vous allez l'entendre, les conditions dans lesquelles ça se passe là-bas sont bien plus brutes que la version occidentalisée. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Donc c'était légal, je rappelle bien, à cette époque-là, cette vente était légale. Parmi le staff gabonais qui accompagnait, il y avait un mec, Aristide, qui devait avoir une dizaine d'années de plus que moi à l'époque. Moi, ça m'avait tellement plu déjà que je me dis, va parler à ce mec-là, quoi. Il est gabonais, parce que Malendi n'était pas accessible, il était un petit peu en mode Star System. On chantait bien, mais par contre, Aristide était beaucoup plus accessible. Et je me suis retrouvé à faire de la voiture avec lui pour aller à la plage. À un moment, voilà, il m'emmenait là-bas. Et je parle, on sympathise. Et moi, après avoir pris ça, l'Iboga, pas que j'avais envie d'en reprendre, mais j'avais envie de partager cette expérience, quoi, de dire à d'autres, essayez ça, quoi. Et bon voilà, 600 € le stage, je pouvais pas en refaire, moi de toute façon ça m'intéressait pas, mais je me dis comment je pourrais passer du temps, explorer cette connaissance-là, quoi. Et je repense à ce gars-là, Aristide. Pareil, synchronicité, coup de bol, il m'écrit 3-4 mois après, il me fait écoute Bertrand, ce que fait Malendi, moi je sais le faire aussi. De l'Iboga, j'en ai. J'organise, il appelait ça Pintram à l'époque, un truc qu'il avait inventé. Il avait le nom de site iboga.fr, e-boga.fr, parce que c'était quand même tout ça, ça arrivait avec Internet. Donc il y avait cette culture d'Internet qui était en train d'apparaître, de se créer du site et tout. Mais il n'avait pas de lieu pour le faire. Et moi, j'avais une petite maison en Normandie, à la campagne. Et j'ai fait, écoute Aristide, t'as des gens qui veulent le prendre, tu viens, moi, je te mets ma maison à disponibilité, puis je t'accompagne. Et puis, comme ça, je continue à explorer ça. Et donc, pendant 2 ans, tous les mois ou 2 fois par mois, il y avait des gens qui venaient, mais de la France entière, pour prendre de l'Iboga avec Aristide. Et moi, ça me passionnait, quoi, d'écouter ça. La musique, j'adorais, la musique Bwiti, c'était une musique que j'aimais beaucoup, la culture africaine, moi, j'aime cette culture, j'aime ce peuple gabonais, voilà, c'était une belle rencontre. Et donc là, je vois ça, le bois sacré sur des centaines de gens, quoi, vraiment, les impacts que ça peut avoir, aussi bien sur les toxicomanes, parce que comme c'est une plante qui peut soigner les addictions, il y avait un public toxicomane qui venait. D'ailleurs, c'est un petit peu ça qui m'a fait fermer cette parenthèse-là, parce que c'était très compliqué à gérer. Aussi beaucoup de gens qui étaient dans le développement personnel. Moi, il y a une profonde remise en question qui se met. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, voilà, j'étais skipper, mais je me suis rendu compte que non, c'était pas ça qui m'intéressait, quoi. Justement, c'était l'humain, quoi. Donc, j'ai plaqué skipper pour faire un diplôme d'infirmier. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain maintenant. Après, l'informatique, la mer, voilà, je vais aller vers l'humain. Et en parallèle de mes études d'infirmier, donc on accueillait ces séminaires Iboga, donc des gens à la fois toxicomanes, dans le développement personnel. Et ce truc, on n'avait pas de grille de lecture vraiment pour parler de ça. Il n'y avait pas de vocabulaire. C'était le travail d'Aristide, justement, gabonais, c'était de traduire un petit peu les codes. Parce que pourquoi, par exemple, la plume de perroquet? Pourquoi on parle d'une plume de perroquet? Nous, occidentaux, on ne sait pas. En plus, on n'a pas de perroquet chez nous, quoi. Donc,
Soit tu prends copier-coller et tu mets une plume de perroquet, mais c'est du déguisement, quoi. Ça n'a pas de sens si tu connais pas la symbolique. En fait, le perroquet, c'est l'animal qui parle, quoi. Donc c'est la façon de verbaliser. On te donne une plume de perroquet, c'est pour que tu puisses verbaliser ton voyage, quoi. La plume de pigeon, c'est pourquoi? C'est parce que le pigeon, il retrouve toujours sa route, donc c'est pour pas te perdre, quoi. Donc, et on faisait tout ce travail un petit peu de traduction symbolique avec Aristide, et ça me passionnait. En même temps que je faisais ces études d'infirmier, c'était complémentaire. J'ai vu des miracles à travers ça, vraiment des gens des fois qui arrivent malades et qui repartent guéris, quoi. Un mec, en fait, il a eu du bol parce que d'habitude, c'était une douzaine de personnes qu'on prenait, entre 6 et 12 personnes, et puis là, tout le monde annule, et il se retrouve tout seul, quoi. On est tout seul avec lui. Et il était toxicomane, il le dit, donc il prend l'Iboga, et comme il était tout seul, on parlait avec lui en temps réel, quoi, et il indiquait les étapes de son voyage, quoi. À un moment, on lui dit, t'es où, là? Et là, il fait, là, je suis dans une cour d'école. Il fait, bon, ça va, t'es tout seul? Et il fait, non, il y a un enfant qui est avec moi, qui arrête pas de me tourner autour, et en fait, il me met un coup de pied au cul, et moi, je lui mets un coup de pied au cul, et ça fait une boucle comme ça, une sorte de boucle mentale, quoi. Il était enfermé là-dedans, et on lui avait dit, tu sais, si t'as besoin d'aide, tu peux nous demander, quoi. Et là, il fait, qu'est-ce que je peux faire? Et Aristide lui fait, demande-lui, qu'est-ce qu'il a, cet enfant-là, c'est quoi son problème? Et donc, hop, il referme les yeux, il retourne, hop, 5 minutes après, il fait, bon, alors, qu'est-ce qu'il a comme problème, cet enfant-là? Et il me fait, non, il veut un chewing-gum. Et Aristide fait, tiens, je te donne un chewing-gum. Donc, cette notion d'interactivité avec l'Iboga, de questions-réponses, qui est assez surprenante, quoi. Qu'il n'y a pas forcément dans les autres psychédéliques, quoi. Avec l'Iboga, tu peux questionner tes visions et avoir des réponses. Donc, il repart avec son chewing-gum. Puis là, il parle plus pendant 20 minutes, quoi. Et puis, à un moment, il fait, mais t'es où maintenant? Il fait, non, mais là, truc de fou. Cet enfant, en fait, c'est devenu mon meilleur pote. Et là, il m'a fait rentrer dans l'école, quoi. Et puis là, ça y est, là, je suis face à un tableau et puis en train de dessiner des équations dans tous les sens. Par contre, je comprends pas ce que c'est. Il y a des couleurs, des lumières dans le corps. Enfin, toi, parce que c'était un mec qui n'avait pas d'éducation spirituelle ou quoi, toi. Avec du recul, tu pourrais dire, tiens, c'est les chakras. Il est en train d'expliquer des trucs sur le monde et tout. Mais là, lui, non, il n'avait pas de lecture comme ça. Mais en tout cas, il prenait une leçon par rapport à ça, quoi. Et après, il me fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il me fait, il me fait prendre un bus, là. Et, bon, tu prends un bus, et puis après, il me fait, alors, ça va toujours? Il fait, ouais, ça va, mais c'était long le voyage, 3 jours. C'est toujours rigolo, parce que ça faisait 5 minutes, et puis le mec a eu l'impression de passer 3 jours dans ce bus-là. Et là, il me fait, je suis arrivé à une fontaine. Comme dans les contes de fées, quoi, magnifique. Et il me dit de boire de l'eau, quoi. Et donc, lui, il boit l'eau, quoi. Et à partir du moment où il a bu l'eau, quoi, il s'est senti complètement nettoyé de la drogue, de l'héroïne et tout ça, quoi. Et truc un petit peu troublant, c'est que pendant son voyage en bus, je dis qu'il avait duré 3 jours, mais à un moment, dans ce voyage-là, il a un accident. Il fait, oh là là, il y a eu un accident, c'est compliqué. Bon, on ne voit pas trop pourquoi. Pourquoi pas. Il s'étale pas trop là-dessus. Il prend cette eau miraculeuse, en tout cas cette eau vive qui le soigne. On termine le voyage, quoi. Il y a d'autres trucs, mais je zappe. Mais et ce gars-là, en fait, quand il est rentré chez lui, il a eu un accident de bagnole, quoi. Comme dans sa vision, exactement, quoi. Sauf que dans sa voiture, c'était des éléphants qui bloquaient le bus, tu vois. Et là, il était pris dans un bouchon. Il a voulu doubler en force. Accident de bagnole, voiture détruite. Enfin, le mec, sur son retour d'Iboga. Donc, en plus, il devait être encore un peu dosé dans ça, quoi. Tu vois, c'était... Et là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit, c'est dangereux, quoi. Tu vois, les gens, ils rentrent chez eux, ils sont pas complètement atterris. Accident de voiture. Bon, mais le gars était complètement sevré de l'héros pendant longtemps. Après, j'ai pas eu les nouvelles que j'ai eues, je crois que tu vois, pour ça que c'est pas une pilule miracle non plus, quoi. Je crois il a replongé, quoi, quelques mois après. Parce que les témoignages que j'ai reçus, c'est ça, c'est qu'il n'avait pas de logement et il est retourné dans le squat où
où il vivait, et puis voilà, les mecs qui se piquent autour de toi, et à un moment tu le refais, quoi. Et là je trouvais que c'était dommage, parce que justement tu aurais eu vraiment un suivi post-traitement, il faut ça, quoi. Je disais, c'est qu'un peu fait péricliter le projet quand même, la toxicomanie, dans le sens où ça demande vraiment une prise en charge ultra adaptée que moi j'avais pas, quoi. Et que voilà, autant j'étais passionné par, même dans mes études d'infirmier après, par l'addiction, puisque je me dirigeais vers l'addictologie, c'était quelque chose. Je savais que le toxicomane, on peut pas lui faire confiance, quoi. Toi, j'en avais fréquenté beaucoup, toi, en fait, pourquoi l'iboga s'est fait interdire en France, c'est pas à cause d'un toxicomane. Il y a une histoire comme ça, c'était avec Malendi, alors qu'il n'était pas là en plus, hein. C'était l'époque Meillaya, une association avec Gérard Sestier et tout, qui faisait lui des cures pour les toxicomanes. Et puis là, lui, il en a eu un qui est venu, et bon, c'était la dernière chance, hein, pour lui, hein. Il était vraiment au fond du trou, puisque même... Bref, en tout cas, il prend l'iboga, mais au milieu du trip, il a peur, et il va dans sa bagnole, il s'injecte de l'héros, quoi. Tu peux manger ce que tu veux avant, tu prends, c'est de la poudre, t'as pas à faire cuire, c'est très couteau suisse, quoi. Mais il n'y a pas les opiacés, non. Là, tu meurs direct, parce que ça sature tes récepteurs opiacés, donc du coup, tu fais une overdose, et donc c'est ce qui est arrivé à Gérard, il y a eu une overdose, et c'est comme ça que l'iboga s'est fait interdire, conjointement, où moi aussi, j'avais reçu une toxicomane. Et ça s'était très mal passé, finalement. Elle avait fait une première fois à l'iboga, ça l'avait sevré. Elle avait passé 6 mois, 1 an sans reprendre d'héros. Mais après, et ça arrivé plusieurs fois, quoi, de gens. Ils disent, ah bah c'est bon, en fait, j'ai trouvé la clé magique, quoi. Je prends de l'héros, puis si j'ai envie d'arrêter, je prends de l'iboga. Sauf que, bah non, ça marche pas comme ça, quoi. Et donc elle, voilà, elle avait arrêté, elle a repris l'héros, elle est retombée dedans, elle s'est dit, bon, bah je refais un deuxième stage d'iboga, comme ça... Et là, bon, elle s'est fait démonter, mais terrible, terrible. Moi, j'ai cru qu'elle allait mourir dans mon salon, quoi, tellement elle était... Et c'est là que j'ai dit, Aristide, non, Aristide, plus jamais, quoi, parce que moi, c'est mon espace de vie aussi, de famille, d'enfants, toi, et puis d'avoir quelqu'un qui vomit de la bile jaune, verte, en train de crever. Non, c'est pas comme ça, toi. Et un toxicomane, je pense qu'il faut vraiment... avant la session, après la session, il faut un psy, enfin, il faut vraiment mettre en place une structure dédiée pour ça, quoi, que nous, on n'a pas les moyens de faire. C'est une prise en charge qui est particulière. Et en termes de développement personnel aussi, bon, après, il y a beaucoup de choses où ça peut résoudre des nœuds à travers des histoires, hein. L'iboga, c'est un effet où tu perds pas ton dialogue intérieur. Donc, ce qui fait dire aux gens, des fois, qu'avec l'iboga, le psy, c'est toi, quoi. C'est-à-dire, tu te parles à toi-même. Si on compare avec d'autres psychédéliques comme le LSD ou la psilocybine ou même l'ayahuasca, qui sont beaucoup plus flamboyantes au niveau des visions, quoi. La DMT, le LSD, la DMT, même la psilocybine, ça donne des structures géométriques particulières. Il y a un côté beaucoup plus féminin que l'iboga. On dit c'est la voie directe de communication avec le divin, quoi. C'est beaucoup plus paternel, beaucoup plus le père. Donc toi, c'est le bâton, quoi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un côté jugement. Mais pas jugement en bien ou en mal, jugement d'amour, quoi, toi. Est-ce que tu as aimé, quoi, toi. Et là, c'est très proche aussi des NDE, quoi, que des témoignages de gens, parce que beaucoup de gens qui reviennent de ces expériences de mort imminente te disent ouais, qu'ils ont revu leur vie, au ralenti un petit peu, ils revoient toute leur vie, et puis tu as ce truc de jugement, quoi. Et ça, l'iboga, tu revois ta vie, tu revois vraiment... Qu'est-ce que j'ai comme anecdote, moi, autour de cette lecture Ah oui, par exemple, il y a cette fille-là, qu'une fois, qui avait pris l'iboga en France, là, avec Aristide. Et elle s'était faite violer, enfant, par son père. Enfin, violer, maltraiter physiquement, quoi. Et en fait, elle a revu ces scènes-là, mais du point de vue de son père, quoi. En ressentant, finalement, la détresse d'un père qui martyrise sa fille, quoi, pour en arriver là, quoi. Qu'est-ce que c'était, dans quel enfer elle était plongée, donc pas dans un jugement bien ou mal, mais dans un jugement du pardon, quoi, de comment tu peux pardonner ça, et quand tu le vis, elle s'est retrouvée obligée de pardonner. Elle s'est rendu compte que non, et donc c'était des expériences très fortes autour du pardon, et c'est souvent ce qui se passe au moment de fin de vie, toi. Beaucoup de gens revivent des scènes, par exemple, de l'école primaire, où là, on harcèle, des fois on fait des choses, enfants, qui sont cruelles, quoi, qu'on ne se rend pas compte, mais qui peuvent des fois nous habiter longtemps, même adultes.
Mais tu revois sous le prisme, c'est pas un jugement, c'est mal d'avoir fait ça. C'est que si tu as harcelé quelqu'un, bah, tu vas vivre la souffrance que tu lui as infligée. Donc du coup, tu comprends que c'est vraiment, qu'il faut pas faire ça, quoi. Enfin, que si tu le fais, tu t'empoisonnes. C'est du toxique, donc faire du mal à l'autre, c'est faire du mal à soi. Tu vois, c'est toutes ces leçons de sagesse un petit peu qu'on peut lire des fois dans les romans New Age, mais que tu reçois avec le bois de façon beaucoup plus intérieure, quoi. Et voilà, tout ça, ça m'a passionné, moi, l'Iboga, ces recherches, tu vois, 2-3 fois par mois, 2 fois par mois, en tout cas, il y avait ça. Et donc, il y a eu cet incident de Meiyaya avec ce mort de toxicomane, et là, j'ai fait, moi, je ne peux plus prendre le risque, ça va être trop compliqué, quoi, tu vois, on commence à être trop connu, là. Par contre, je voulais pas lâcher ça, donc moi, j'ai dit à Aristide, mais tu connais personne qui va au Gabon et qui pourrait m'accueillir au Gabon pour que je découvre vraiment comment c'est cette tradition sur place, quoi. Puis là, il me parle du maître Atom Ribenga, quoi. Et j'avais un bon copain à l'époque, Yann, qui était intéressé par ça. On voulait à l'époque faire un reportage pour Envoyé spécial. C'était pas interdit, donc il y avait vraiment une vraie recherche autour de ça. On se disait, mais c'est fou ce que cette plante pourrait apporter à l'Occident, quoi, en termes thérapeutiques, quoi, déjà, même pas par les spirituels, mais... Et donc voilà, on disait, tiens, ça pourrait intéresser Envoyé spécial. On avait écrit un script. Et Yann part là-bas, et moi je le rejoins une semaine après. Dans le cadre je me sers de mes études d'infirmier pour y aller, en fait, en me disant, voilà, je vais faire ce mémoire que j'avais commencé à écrire, donc sur le lien corps-esprit dans la guérison, quoi, en m'intéressant aux effets placebo et nocebo, quoi, et notamment les barreurs de feu, par exemple, dans nos campagnes, comment ça fonctionnait. Et puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait toute une sorcellerie dans le bocage, et que finalement on les avait brûlés pendant l'Inquisition, et on avait perdu le mode d'emploi un petit peu des plantes que nous on avait, que ce soit la datura, la mandragore, ou même la psilocybine, la psylo, ou la jusquiame. Enfin, il y avait des choses comme ça qu'on ne savait plus utiliser, mais que peut-être en Afrique ou en Équateur, ils avaient gardé la trace. Donc je me dis, bah, tiens, ça pourrait rentrer dans mon mémoire, en fait, et je vais aller là-bas, je vais aller au Gabon. Et en arrivant au Gabon, j'ai bien compris, et ils m'ont bien fait comprendre que bah non, ils n'allaient pas me raconter leur histoire comme ça, que si tu veux comprendre, il faut prendre, quoi. Il faut ça s'initier, quoi. Ils me disent, bon, voilà, toi, si tu veux parler d'Iboga, il faut te faire initier, j'accepte. Mon pote Yann me dit, attention, ça peut te secouer, surtout à la fin. C'était un samedi. Le dimanche, voilà, ils viennent me chercher, ils font, voilà, tu rentres en chambre initiatique, quoi. Et là, ça correspondait pas du tout trop à ce que j'avais. Je savais pas qu'il fallait rentrer dans une chambre initiatique. Je savais même pas ce que c'était qu'une chambre initiatique, quoi. Et à l'époque, au village de Minkolongo, là chez Atom Ribenga, c'était encore très sauvage, hein. Donc c'était vraiment une cabane en bois, quoi, avec une petite prison de bois là, de 9 mètres carrés, avec juste un matelas, un grand seau avec des belles plantes dedans qui très parfumées, quoi, qui servaient à faire sa toilette, une Bible, un cahier, un crayon, c'est tout. Et si un ventilateur et une moustiquaire. Parce que j'étais un blanc et qu'on voulait être gentil, on mettait... Bon, alors, le premier soir, ils me font rentrer dans cette chambre, tu vois, je trouve un peu de technique, tu vois, dans le sens où il y a un rituel que je trouve assez joli, vraiment, où on te peinture un peu le corps, on te fait allonger à un endroit, toi, sur ton matelas, ça se fait... Mais après, ils s'en vont, et puis... T'as juste comme consigne de 3 fois par jour de prendre des bains avec cette eau et puis de lire des psaumes. T'as une série de psaumes à lire. Donc je fais ok, donc dimanche soir, lundi, tu vois, tu fais ça, tu fais le rituel, tu vois personne, t'as rien à manger. Je fais bon, je sais pas grave. Mardi, pareil, toujours personne. C'est ton truc, ton eau a commencé à croupir, ça commence à changer d'odeur, tu fais mais c'est quoi, et puis tu dois peinturer d'argile vraiment sur tout le corps, donc l'argile ça fait comme un masque et puis ça te tire la peau et ça fait énormément de poussière, quoi. Donc tu vis vraiment par exemple un asthmatique, je sais pas s'il pourrait aller là-bas, quoi. C'est quand même des trucs, tu vois,
En Afrique, c'est beaucoup plus solide que nous. Et voilà, mercredi, toujours personne. Et moi, dans ta tête, tu te fais des films. Tu fais, mais attends, mais moi, j'ai payé pour une initiation. J'ai pas à manger, je suis enfermé. Ils m'ont oublié. Qu'est-ce que je fais là, quoi? T'avais pas le droit de sortir. Tu vois, si t'avais une petite lampe aussi, il fallait toujours garder allumée. Et de la musique. On entend, mais 24 heures sur 24, quoi. La musique. À la harpe, quoi, comme ça. Sauf que moi, ma cassette, c'était une cassette et la bande devait être vrillée à un endroit, si bien que l'auto-reverse se déclenchait toutes les 10 minutes. Quoi. J'avais 10 minutes de musique, et clac, clac, ça remettait 10 minutes de l'ensemble, clac, clac, et 24 heures 24, toi, même, j'arrivais pas à dormir. Et je me dis, moi, dans ma tête, je m'étais programmé en me disant, non, mais c'est fait exprès, quoi. Ils te mettent exprès une cassette comme ça pour tester ton endurance, savoir si t'es solide ou pas. Et pareil, t'as pas à manger, c'est parce que ça fait pareil, il faut faire une diète avant de prendre l'Iboga. Donc, bon, et le jeudi, enfin, le jeudi soir, toi, mais voilà, tu te dis, ils m'ont oublié, quoi. Mais jeudi soir, tu es dans ton truc, ça fait déjà. Le temps passe très lentement, donc t'as rien à faire, toi, donc juste dormir. Le seul truc, c'est comme en prison, si tu veux faire passer le temps, il faut dormir. Donc tu dors, et jusqu'à faire des rêves. Ça, tu comprends après que ces rêves, ils sont importants aussi. Donc le jeudi soir, la nuit, je vois à la porte de la chambre, on appelle ça le Mumbeyano, cette chambre-là, deux Africains, 2 Gabonais qui rentrent, mais mastoc, quoi. Vraiment. Là, je sais pas, peut-être avec le jeûne, tout ça, la fatigue, je les vois apparaître comme des géants devant moi, quoi. Et bon, impressionné, et un des Gabonais qui s'appelle Christian arrive face à moi et me dit à genoux, quoi. Et je dois malheureusement couper ici. En fait, après la diffusion d'une première version de cet épisode, j'ai décidé de faire une coupe dans le témoignage de Bertrand, à la fin de cet épisode et au début du prochain. J'ai retiré une partie. Et je vous explique les raisons qui m'ont poussé à faire ça au début de l'épisode 3.